Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une énigme philosophique, un vrai casse-tête qui, à première vue, semble défier toute logique. Comment est-ce qu'un penseur peut se dire matérialiste, c'est-à-dire croire que tout est matière, et en même temps affirmer que la matière, qu'elle n'explique pas tout? Ça paraît contradictoire, non? Mais la réponse pourrait bien changer pas mal de choses sur notre façon de voir le monde. Voici un peu le programme. On va d'abord poser la contradiction, ensuite on verra la distinction clé qui permet de tout démêler, puis on explorera cette fameuse troisième voie, le matérialisme non réducteur. On critiquera aussi l'idée de fonction très présente en tech pour finir sur la question de la matière qui compte vraiment. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Tout commence avec une affirmation qui, franchement, a de quoi laisser perplexe. Voilà la phrase qui met le feu aux poudres. Un philosophe dit ça et tout de suite les critiques fusent. Ah, mais alors tu es dualiste. Sous-entendu, tu crois en une âme, quelque chose d'immatériel. Sauf que, il le nie en bloc. Alors comment c'est possible? La question est posée, est-ce que cette position est juste, intenable logiquement, ou est-ce qu'il y a une subtilité, quelque chose de plus profond qui nous échappe? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, cette contradiction, elle n'est qu'apparente. Elle n'existe que si on tombe dans le piège d'un faux dilemme. On nous dit qu'il faut choisir. Soit la matière explique absolument tout, de A à Z, soit il doit exister autre chose, une force, un esprit. Mais comme on va le voir, il y a une troisième voie. Une voie bien plus nuancée. Et pour comprendre cette troisième option, on a besoin d'un outil philosophique super important. C'est la distinction qui va tout éclairer. Voilà, il faut absolument séparer deux questions qui sont très différentes. D'un côté, l'ontologie, qui demande de quoi le monde est fait. Le matérialiste répond simplement de matière. Et de l'autre côté, l'épistémologie, qui s'intéresse à ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on est capable d'expliquer. Et là, attention, les réponses à ces deux questions ne sont pas forcément les mêmes. Et ça, c'est le point central. Dire que tout est matériel, c'est une affirmation sur la nature de la réalité, une position ontologique. Mais dire que tout est explicable par la matière, c'est une affirmation sur les limites de notre savoir. Confondre les deux, ce n'est pas du matérialisme sérieux, c'est ce qu'on appelle du scientisme. Bon, maintenant qu'on a la clé, on peut enfin aborder la solution à notre énigme. Cette fameuse troisième voie, elle a un nom. C'est le matérialisme non réducteur. La définition est très claire. En gros, oui, tout est fait d'atomes, de particules, mais non, on ne peut pas expliquer un poème de Victor Hugo juste en analysant les réactions chimiques dans son cerveau. Pourquoi? Parce que des propriétés nouvelles, comme le sens ou la beauté, émergent à des niveaux de complexité supérieurs. Et ces propriétés, elles demandent leur propre niveau d'explication. Et pourquoi est-ce que cette réduction est impossible en pratique? Eh bien, imaginez qu'on veuille expliquer de manière exhaustive pourquoi une personne a ri à une blague. Il faudrait modéliser son état biologique à l'instant T, toute son histoire personnelle, ses émotions du moment, ses traumatismes, le contexte social. Le calcul est littéralement infini. L'échec de l'explication n'est pas une question de magie, c'est une question de structure, de complexité. L'analogie du texte et de l'encre est parfaite pour ça. Un livre, c'est bien 100% matériel, du papier, de l'encre. Mais si on dit que le sens du livre n'est pas explicable par la chimie de l'encre, personne ne va penser que le sens est une âme immatérielle. Ça veut juste dire que la chimie, ce n'est pas le bon niveau d'analyse. Pour comprendre le livre, il faut passer au niveau de la sémantique, de la culture, de l'histoire. Cette idée de niveau d'explication a des conséquences énormes, surtout quand on pense à l'intelligence artificielle. Ça vient directement remettre en question une des philosophies de base de l'IA, le fonctionnalisme. Alors le fonctionnalisme, c'est vraiment le logiciel de pensée de beaucoup de gens en IA. L'idée, c'est que peu importe si un cerveau est fait de carbone ou une puce d'ordinateur de silicium, si les deux accomplissent la même fonction, alors c'est la même chose. L'esprit est vu comme un programme, un software. Et le corps, le cerveau, c'est juste le hardware qui le fait tourner. Le modèle est super simple, presque mécanique. On a une entrée, un input, un traitement, un process, et une sortie, un output. Par exemple, la douleur, c'est ce qui est causé par une blessure, entrée, et qui provoque des cris ou l'envie de fuir, sortie. Simple, non? Peut-être. Un peu trop simple. Et c'est là que ça coince. Est-ce qu'on peut vraiment isoler une fonction humaine de manière aussi propre, aussi stable? Le matérialisme non réducteur, lui, répond par un non catégorique. Un être humain, ce n'est pas une machine fermée sur elle-même. Il est ouvert sur un contexte social, culturel, historique infini. Il est aussi réflexif. Le simple fait de se dire « je suis triste » modifie la tristesse elle-même. Les règles du jeu changent tout le temps. Le rôle fonctionnel d'une émotion n'est donc jamais stable, jamais complètement descriptible. Il n'est pas clôturable. C'est important de réaliser que le fonctionnalisme n'est pas une vérité tombée du ciel.
C'est une philosophie qui est née à un moment précis, celui de l'informatique naissante de Turing, de la cybernétique et même des besoins de contrôle et de simulation de la guerre froide. C'est une vision du monde qui est née de la machine elle-même. Et tout ça nous amène au point le plus radical de cette pensée. Et si le type de matière, le substrat lui-même, était en fait décisif? Et si la différence entre le carbone et le silicium n'était pas qu'un détail d'ingénieur? Regardons ce tableau. D'un côté, la chimie du carbone, la base de la vie. Elle est flexible, incroyablement complexe, elle s'adapte, s'auto-répare, elle évolue. De l'autre, le silicium de nos puces. Il est rigide, stable, il exécute parfaitement les fonctions qu'on a programmées, mais il ne génère rien de nouveau par lui-même. La conclusion est un peu vertigineuse. Le fait que la vie ait choisi le carbone n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être la condition même pour que la conscience puisse émerger. On peut maintenant revenir à la phrase du début et la comprendre parfaitement. Ce n'est plus du tout une contradiction. C'est une position philosophique, forte, cohérente. Oui, tout est matériel, mais non, les niveaux d'organisation supérieure de cette matière ne peuvent pas être compris en les réduisant à la simple somme de leurs parties. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-ci. Loin d'être une façon de fuir la matière pour un monde des esprits, cette position demande au contraire de prendre la matière encore plus au sérieux. Elle nous invite à respecter sa complexité, son histoire et les propriétés incroyables qui émergent de ses formes les plus complexes, comme la vie et la pensée. Et on va se quitter là-dessus avec une question qui ouvre sur pas mal de débats. Si la conscience est intrinsèquement liée à la chimie si particulière du carbone, alors le projet de la recréer sur du silicium, c'est juste un défi technique très très difficile, ou bien est-ce que c'est tout simplement une impossibilité fondamentale? Une question qui pèse lourd.